Bonjour à tous. Dans cette vidéo sur la conduction thermique, on va résoudre l'équation de diffusion de la conduction dans le cas d'un régime permanent. Alors un régime permanent, ça peut par exemple représenter la situation suivante. Un mur d'une certaine épaisseur grand L qui sépare par exemple notre salle de classe de l'air extérieur. Et donc on va avoir un transfert thermique entre le réservoir de température Txt vers l'air à l'intérieur de la salle qui a une température T1. Alors ici, pour donner des valeurs, la température extérieure à Mayotte, elle est assez stable et elle est de l'ordre de 35 degrés, surtout en cette saison. Et idéalement, à l'intérieur de la salle de classe, on aimerait maintenir une température intérieure de l'ordre de 25 degrés. Et donc la question qu'on va se poser, c'est déjà est-ce qu'on peut traiter ce problème-là en régime permanent et voir si du coup l'équation de la diffusion thermique nous permet de savoir quel est le transfert thermique que reçoit la salle de classe, et quel est, en calculant donc le flux thermique, pour calculer le transfert thermique que reçoit la salle de classe, et voir comment on peut faire pour la garder à température. Alors, première question, est-on en régime permanent? Alors, le régime permanent, en conduction thermique, il est atteint si la situation de conduction thermique, c'est-à-dire pour nous, c'est si la température extérieure et la température intérieure sont fixes et stables depuis un temps qui vaut quelques taux. Quelques temps taux avec, je vous rappelle, taux, le temps caractéristique de la diffusion thermique, qui est L carré, la distance sur laquelle on veut avoir une conduction thermique, enfin, il va se produire une conduction thermique, sur D, la diffusivité thermique du matériau qui compose le mur. Alors, faisons une petite application numérique. Les murs de notre salle de classe, ils sont en béton ou en brique, qui ont une diffusivité thermique équivalente, qui vaut à peu près 5-10-7 mètres carrés par seconde. Et l'épaisseur du mur est de l'ordre de 10 cm, c'est-à-dire 10-1 mètre. Donc si on fait l'application numérique, on va trouver un temps caractéristique, donc qui vaut L au carré, c'est 10-2, sur 5 fois 10-7, ce qui nous fait 1/5 10 puissance 5. Donc un temps caractéristique, taux, qui vaut à peu près 2 fois 10 puissance 4 secondes. Voilà. Et ça, converti en heures, ça nous fait à peu près 5 heures. Alors, étant en régime permanent, eh bien, nous, on peut considérer à Mayotte qu'on est en régime permanent, puisque on cherche à avoir une température intérieure qui est stable de 25 degrés, et la température extérieure varie très peu entre le jour et la nuit. Évidemment, si on doit prendre en compte les variations de température diurne, on peut critiquer cette hypothèse de régime permanent. Mais en fait, les fluctuations de température, elles ne sont pas immenses entre le jour et la nuit. Et surtout, elles se font sur une échelle de temps qui est assez comparable, voire plus lente, que l'échelle de temps de la diffusion. Puisque les variations diurnes, leur temps caractéristique, c'est la dizaine d'heures, la demi-journée. Donc, on va accepter l'hypothèse de régime quasi permanent pour notre problème. En fait, il y a beaucoup de problèmes de diffusion thermique où quand on fait ce calcul du temps de diffusion, on peut montrer que l'hypothèse de régime quasi permanent, elle est pertinente. Alors, maintenant qu'on a vu que c'est pertinent d'être en régime permanent, regardons ce que l'on peut dire à partir donc de l'équation de la diffusion thermique. Alors, cette équation, on l'a établie dans le cours et dans la vidéo précédente. Elle nous dit que la dérivée partielle de la température dans le mur par rapport au temps, elle est égale à grand D la diffusivité fois la dérivée seconde de la température par rapport à la coordonnée d'espace x. Alors si je reviens sur le schéma, du coup x, c'est la coordonnée ici d'espace perpendiculaire au mur, qui permet de... C'est la coordonnée qui permet de traverser le mur et donc de décrire le transfert thermique dans la direction dans laquelle il se produit, c'est-à-dire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Alors, comme on est en régime permanent, eh bien, la dérivée temporelle de la température par rapport au temps, elle est nulle, puisque plus rien ne dépend du temps. Et le terme de droite dans l'équation de la diffusion, eh bien, lui, il reste le même. Grand D, dérivée seconde de la température par rapport à x. Alors, grand D étant une constante positive et le terme de l'équation étant égal à 0, je peux simplifier
le grand D. Et donc, il va simplement me rester que la dérivée seconde de la température par rapport à x est égale à 0. Alors remarque, les dérivées partielles, les d ronds que l'on avait dans l'équation de la diffusion, deviennent des d droits, puisque comme on est en régime permanent, on avait normalement la température qui dépend de l'espace et du temps, de x et de t, sauf que comme on est en régime permanent, eh bien, on n'a plus de dépendance en t. Et donc, le champ de température, ça devient une fonction qui dépend uniquement de la variable x, c'est une fonction d'une seule variable, et donc les dérivées deviennent des dérivées droites. On a donc l'équation différentielle suivante sur t, d2 t sur dx2 égale 0. Eh bien, il suffit donc d'intégrer deux fois, on fait une double intégration. Et on obtient que donc le champ de température dans le mur, il est égal à A plus Bx, où A et B sont deux constantes à déterminer. Et comment déterminer les constantes? Eh bien, comme d'habitude dans ce genre de problème, en exploitant les conditions aux limites. Alors, première condition aux limites, c'est la température en x égale 0. Donc si je reviens sur le schéma, la température en x égale 0, je vais placer l'origine ici au début du mur, et ici du coup ce sera l'abscisse grand L. La température en 0, c'est la température extérieure, puisqu'on a la face qui est collée à l'air extérieur. Donc première condition limite, T0 égale Tx. Et si je reviens ici dans l'expression qu'on a obtenue par l'intégration, eh bien la température en 0, elle est égale à grand A. Donc voilà, on a la première constante, A est égal à Tx. Et deuxième condition aux limites, c'est que la température en x égale grand L, eh bien c'est égal à la température intérieure. La température dans le mur au niveau de l'air de la salle de classe, on a la quantité de la température, ça vaut l'air intérieur. Et si je regarde, si pareil, je reviens ici avec la formule obtenue par l'intégration, et que je regarde en x égale grand L, ça me donne A plus B fois grand L. Sachant que A, on l'a déjà déterminé, donc l'équation que l'on obtient, c'est T int égale Px plus BL. Voilà, il n'y a qu'à retravailler un tout petit peu cette expression pour déterminer donc que B, c'est égal à la température intérieure moins la température extérieure sur grand L, l'épaisseur du mur. Et donc finalement, le champ de température dans le mur, on a son expression, c'est T de x, qui est égal à Px plus P1 moins Tx sur grand L fois x. Donc on peut faire, si vous voulez, pour illustrer ça, une petite représentation graphique. Ça veut dire donc que le problème que l'on regarde le long de la coordonnée x, eh bien x égale 0. J'ai le début du mur avec ici à gauche l'air extérieur qui est à la température extérieure, qui est à peu près 35 degrés dans votre exemple. Et au niveau de x égale grand L, on a la fin du mur, et de ce côté à droite, du coup, on a l'air dans la pièce à la température T1. Alors, si je représente sur un graphique superposé à ce schéma ce que vaut la température, eh bien, à l'extérieur, dans l'air à l'extérieur, la température est à peu près uniforme à la valeur Tx. À l'intérieur de la salle de classe, la température est à peu près uniforme à la température T1. Et ce que nous montre la formule ici, que l'on a établie grâce à l'équation de la diffusion thermique, c'est que le profil de température dans le mur, il est linéaire et il varie continuellement entre la température à l'extérieur qui est à gauche du mur et la température intérieure qui est à la droite du mur. C'est-à-dire que si par exemple on pouvait percer un trou très fin dans le mur et avec une sonde de température mesurer la température au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le mur, eh bien on pourrait mesurer ce profil de température. Le mur il est plus chaud à l'extérieur et plus froid à l'intérieur et la température évolue continuellement dans l'épaisseur du mur. Voilà donc le premier apport de l'équation de la diffusion thermique. Elle permet de trouver le champ de température dans le problème que l'on traite. Alors elle va nous permettre de faire plus que ça, elle va nous permettre aussi de déterminer le flux thermique à travers le mur. Alors pour obtenir le flux thermique, on va repartir de la loi de Fourier, qui nous dit quel est le vecteur densité de flux thermique, le fameux JTH,
équivaut donc moins lambda la conductivité fois le gradient de température, c'est-à-dire dx sur dt fois ex. Sauf que maintenant, on connaît l'expression de t de x, et donc on peut calculer la dérivée de t par rapport à x. Donc ici, on peut expliciter ce que vaut le vecteur densité de flux thermique. Il vaut moins lambda, t int moins t ext sur grand L fois x. Voilà, j'ai simplement fait la dérivée de la température par rapport à x. Alors je vais me simplifier un petit peu la notation, puisque vous voyez que j'ai ici un moins, et là aussi un terme différence. Donc je vais juste inverser la différence sur la fraction et enlever le terme moins devant. Ce qui nous donne JTH est égal à la température extérieure moins la température intérieure sur l'épaisseur du mur fois EX. Et j'ai oublié, excusez-moi, la conductivité thermique lambda. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des choses intéressantes sur cette formule. Déjà, elle nous dit bien que le transfert thermique, il se fait selon la direction EX, c'est-à-dire qu'il se fait dans la direction transversale au mur, il se fait du réservoir de température qui est l'air extérieur vers le réservoir de température qui est l'air à l'intérieur de la salle. Et ensuite, ici, on peut regarder le signe de cette chose-là, et ça nous indique le sens du transfert thermique. Alors, sur notre exemple, il fait plus chaud à l'extérieur, il fait à peu près 35 degrés, et à l'intérieur dans la salle de classe, il fait 25 degrés. Donc en fait, ce terme-là, sur notre exemple, il est positif, ce qui veut dire que le transfert thermique, il se fait dans la direction plus EX, donc il se fait de la gauche vers la droite, c'est-à-dire qu'il se fait de l'extérieur, qui est plus chaud, vers l'intérieur de la salle de classe. Et ça, c'est quelque chose, ce qu'on retrouve, c'est intéressant, et c'est une des propriétés de ce vecteur densité de flux thermique, c'est que le transfert thermique, il se fait du chaud vers le froid. Ici, il se fait de l'air chaud extérieur vers l'air froid à l'intérieur de la pièce. La conséquence de ce transfert thermique, ça veut dire que la salle de classe, l'air dans la salle de classe, se réchauffe. Bon, ça on est content de retrouver ça dans les équations, parce que expérimentalement, on le voit très rapidement, si on éteint la climatisation dans la salle de classe, il va faire chaud assez rapidement. Alors on va quantifier ça en calculant justement le flux thermique reçu par l'air de la salle de classe. Alors le flux, eh bien c'est simplement l'intégrale double sur la surface des murs de la salle, fois c'est l'intégrale sur la surface des murs de la salle du vecteur densité de flux thermique scalaire ds. Comme dans un problème unidimensionnel, si je fais un petit schéma, on a le mur qui est comme ça, le vecteur densité de flux qui est perpendiculaire au mur, et de la gauche vers la droite, et ds, vu que je veux regarder le flux rentrant dans la salle de classe, eh bien la surface S, c'est la surface par exemple ici qui délimite l'air intérieur, et les petits ds sont perpendiculaires à la surface et orientés vers l'intérieur. Donc ce J scalaire ds, vous voyez que c'est deux vecteurs collinéaires, donc le flux, ça va simplement être l'intégrale sur la surface de mur de la norme de JTH fois ds. Et le vecteur densité de flux thermique, si on regarde ici sa norme dans la formule, vous voyez qu'elle est constante, elle dépend que de l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur et de l'épaisseur du mur, qui sont des données constantes. Donc ce terme-là est constant dans cette intégrale, et je peux le sortir de l'intégrale. Donc le flux, ça devient la norme du vecteur densité de flux thermique, fois l'intégrale double sur la surface des murs de la salle ds, et ça, on a l'habitude, l'intégrale sur une surface de ds, c'est simplement l'air de la surface, que je vais noter grand S, la surface des murs. Donc le flux d'énergie thermique à travers le mur, il vaut JTH fois grand S, et JTH, on l'a exprimé juste ici. Donc le flux, il vaut lambda T ext moins T int sur grand L fois S. Alors c'est ici qu'on va retrouver et justifier la description des transferts thermiques en régime permanent que vous avez vu en terminale. Ce flux, je peux le réécrire comme je vais mettre
les constantes caractéristiques du mur, c'est-à-dire sa conductivité thermique lambda, sa surface S et son épaisseur L d'un côté. Et il restera en facteur Tx moins T1. Et bien ça, Tx moins T1, c'est la différence de température entre les deux côtés du mur qu'on note delta T. Et on va poser que toute cette chose-là, lambda S sur L, c'est l'inverse de la résistance thermique. Ou autrement dit, on va poser que la résistance thermique, elle est égale à grand L sur lambda S. Et du coup, le flux, je peux le réécrire comme delta T divisé par la résistance thermique du mur. Voilà, donc on a justifié, grâce à la résolution de l'équation de la diffusion, qu'en régime permanent, on pouvait décrire le flux d'énergie thermique à travers le mur via une résistance thermique et juste la différence de température. Alors faisons une petite application numérique sur notre exemple de la salle de classe. La différence de température entre l'air intérieur et l'air extérieur, c'est 10 degrés Kelvin. La conductivité thermique lambda du béton qui constitue le mur, elle est de l'ordre de 1 watt par mètre par Kelvin. Et la surface des murs de la pièce, elle est de l'ordre de 50 mètres carrés. Ce qui nous fait donc une résistance thermique qui est égale à grand L sur lambda S, c'est-à-dire 0,1 mètre sur 1 fois 50, la conductivité thermique fois la surface. Ça nous fait donc 10 moins 1 sur 5 10 puissance 1, c'est-à-dire 1 cinquième 10 moins 2. Donc la résistance thermique vaut 2 10 moins 3, excusez-moi, Kelvin par watt. Et donc le flux thermique reçu par l'air à l'intérieur de la salle, qui vaut delta T sur la résistance thermique, il est égal à 10 Kelvin divisé par 2 10 moins 3 Kelvin par watt. Ce qui nous fait 1,5 fois 10 puissance 4, soit 5 10 puissance 3 watts. C'est-à-dire que le flux thermique reçu par la salle de classe, et le flux qui réchauffe la salle de classe, il vaut 5000 watts. Donc la puissance qui réchauffe la salle, c'est 5000 watts. Ce qui veut dire que si on veut conserver une température T1 fixe à 25 degrés Celsius, il faut compenser le flux thermique qui essaie de réchauffer la pièce, et donc il faut une climatisation. Il faut un climatiseur qui a une puissance frigorifique de 5000 watts. Voilà donc pour l'application, et si on voulait refroidir la pièce, il faudrait davantage de puissance. Donc vous voyez que ce petit calcul nous permet par exemple de dimensionner, c'est une des applications, de dimensionner la climatisation de la salle de classe. Et en partie, ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on a très chaud dans notre salle de cours, puisque notre climatisation n'a pas une puissance frigorifique de 5000 watts, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas justement à obtenir 25 degrés dans la salle de classe. Voilà, alors on va pousser un petit peu maintenant l'analogie entre la conduction électrique et la conduction thermique. Puisque vous avez vu qu'on a défini une résistance thermique, eh bien, c'est pour justement pouvoir construire cette analogie et utiliser, grâce à l'analogie, les concepts que vous maîtrisez en conduction électrique, en conduction thermique. Alors, en conduction électrique, la situation, vous la connaissez bien, c'est on a une résistance R qui est branchée à
deux potentiels, un potentiel VA en entrée, un potentiel VB en sortie. Et on définit sa tension U, qui est la différence de potentiel entre les bornes de la résistance. Et cette résistance, elle est traversée par un flux d'électrons qu'on appelle intensité du courant électrique. Et cette intensité, rappelez-vous les chapitres sur l'électrostatique et magnétostatique, elle est définie vraiment comme un flux, c'est l'intégrale sur une section de la résistance, ou une section du fil, du vecteur densité de flux de charge scalaire ds. Eh bien, en thermique, qu'est-ce qu'on a? On a un mur décrit par une résistance thermique qui est branché entre deux températures. Dans le problème, la température extérieure et la température intérieure. Eh bien, on a défini une différence de potentiel qui est l'équivalent de la tension en conduction électrique. Et ce mur, eh bien, on vient d'expliquer, il est traversé par un flux d'énergie thermique, phi, qui est défini de façon analogue au courant, comme un flux à travers une section du mur d'un vecteur densité de flux thermique scalaire ds. Vous voyez que les situations sont analogues. Les définitions de l'intensité est analogue à la définition du flux thermique et la définition de la tension au bord de la résistance est analogue à la différence de température de chaque côté du mur. Eh bien, on peut aller plus loin, du coup, on peut avoir un analogue de la loi d'Ohm, c'est-à-dire qu'en conduction électrique, on peut écrire U égale RI. Eh bien, du coup, en conduction thermique, je peux écrire delta T égale la résistance thermique fois le flux, puisque U est analogue à delta T, R à RTH, et l'intensité du courant électrique I au flux phi. Eh bien, si je retravaille cette expression, c'est l'expression qu'on a démontrée qu'on vient de démontrer juste au-dessus, ça dit bien que le flux est égal à delta T sur RTH. Alors, cette analogie, elle va nous servir parce qu'elle va nous simplifier grandement le traitement de nombreuses applications en conduction thermique. La première application sur laquelle ça va nous aider, c'est quand on rajoute de l'isolation sur un mur. Par exemple, là, on vient de calculer que la salle de classe recevait 5000 watts de flux thermique et que c'était pour ça qu'elle se réchauffait et qu'il faisait chaud dans la salle de classe. Une solution, ce serait d'acheter une plus grosse climatisation, mais une autre solution, c'est d'isoler le mur pour diminuer le flux thermique. Alors, un mur plus une isolation, le problème du coup il ressemblerait à ça. On a une couche d'isolant que l'on va coller, positionner contre le mur en béton. À droite, eh bien, on a toujours notre salle de classe avec une température intérieure que l'on va contrôler. Et à l'extérieur, il fait toujours très chaud, 35 degrés. Eh bien, cette situation, elle est analogue à si j'avais juxtaposé une résistance thermique d'une couche isolante avec la résistance thermique du mur et à l'extrémité, j'ai toujours la température extérieure et la température intérieure. Donc la situation d'un mur isolé, en fait, elle est analogue à l'association en série de deux résistances. Et donc, juste en appliquant l'analogie entre la conduction électrique et la conduction thermique, je peux dire que je peux traiter ce problème comme si j'avais une résistance thermique équivalente, qui est simplement égale à la somme des résistances thermiques de la couche isolante et du mur, avec les deux températures branchées de chaque côté. Et donc, pour calculer le flux, excusez-moi pour le bruit extérieur, pour calculer le flux, eh bien, je peux simplement dire que le flux, c'est la différence de température totale sur la résistance thermique équivalente. J'ai aussi une autre loi de la conduction électrique que je peux utiliser, qui est qu'en conduction électrique, dans une branche comme celle-ci, on a unicité du courant. Et bien du coup, en conduction thermique, j'ai une unicité du flux thermique. C'est-à-dire que le flux thermique qui traverse la couche d'isolant, eh bien c'est le même que le flux thermique qui va traverser le mur.
Alors ça, c'est très utile. Il y aura un exercice en TD là-dessus. Je ne vais pas traiter ça dans la vidéo. Je vous laisserai faire l'exercice. Mais ces deux flux qui sont égaux, qui traversent la résistance, qui traversent la couche isolante et qui traversent le mur de béton, on sait les calculer, on sait les exprimer à partir de la relation le flux est égal à delta T sur la résistance équivalente. Ce qui veut dire que l'égalité de ces flux va nous permettre, si jamais ça nous intéressait qu'on avait besoin, de calculer la température au milieu du mur, la température intermédiaire entre la couche isolante et le mur. Voilà. Donc vous voyez, cette analogie conduction électrique, conduction thermique, elle permet de récupérer des outils que vous maîtrisez pour résoudre des problèmes de conduction thermique. L'application numéro 2, que ça va nous permettre de résoudre, que l'analogie va nous permettre de résoudre facilement, c'est par exemple la prise en compte du fait que le mur de la salle, c'est pas que du béton, il y a aussi des fenêtres et des portes vitrées. C'est-à-dire que si je schématise la situation, tout à l'heure, on avait juste donc le mur en béton, qui a une certaine épaisseur grande L. Et bien en fait, par endroit, ce mur en béton, il s'interrompt, il est plus fin, et on a une fenêtre, c'est-à-dire du verre, avec une épaisseur petite. Et puis plus loin, on retrouve le mur en béton. Ce qui veut dire qu'en fait, la salle de classe, elle est séparée de l'extérieur par une certaine surface S de mur et une certaine surface S de fenêtre. C'est-à-dire que le mur, je peux le caractériser par une certaine résistance thermique des murs, et les fenêtres, je peux les caractériser par la résistance thermique des fenêtres. Et comment je fais pour prendre en compte le fait qu'il y a ces deux résistances thermiques qui séparent le monde extérieur de la salle de classe? Eh bien ça, c'est analogue à la situation suivante en conduction électrique. C'est une résistance pour le mur, à côté d'une résistance pour la fenêtre. Et ces deux résistances, elles sont branchées à la même différence de température. C'est-à-dire que ce problème est analogue en fait à l'association de deux résistances en parallèle. Et donc pour calculer le transfert thermique en prenant en compte les fenêtres, eh bien je peux faire une résistance thermique équivalente, telle que 1 sur la résistance thermique équivalente est égal à 1 sur la résistance thermique du mur, plus 1 sur la résistance thermique des fenêtres. Tout ça branché entre l'extérieur et l'intérieur. Donc l'isolation de la salle de classe, elle se fait par cette association de résistances en parallèle. Et grâce à ça, eh bien, je peux facilement calculer le flux thermique qui réchauffe la salle de classe. Voilà, et bien ça nous conclut le chapitre sur la conduction thermique. Donc vous devez savoir bien résoudre l'équation de la diffusion thermique en régime permanent. Alors je remonte et vous voyez que, pour vous remontrer, ça se passe ici, l'équation de la diffusion thermique en régime permanent. Donc l'astuce, c'est simplement de dire que le terme de dérivée temporelle, il devient nul. On trouve une équation différentielle assez simple sur le champ de température, qu'en général vous êtes capable de résoudre et vous connaissez les conditions aux limites. Et cette résolution de la diffusion thermique nous permet, du coup, ensuite en reprenant la loi de Fourier, de calculer le flux thermique, et on a montré qu'on peut l'écrire effectivement de façon analogue à... on peut écrire une relation analogue entre le flux thermique, la différence de température et les propriétés du mur, une relation analogue à la loi d'Ohm pour la conduction électrique. Et donc cette analogie, on l'a un petit peu poussée à la fin pour pouvoir traiter des situations où on n'a pas un simple mur, mais par exemple un mur isolé, ou un mur percé par des fenêtres. Donc dans le TD, vous avez d'autres exemples, comme ça, de problèmes qu'on peut résoudre en régime permanent grâce à l'analogie conduction électrique, conduction thermique.